Salut Mathieu Loss. Salut. Comment ça va? C'est toi qui provoque cette réaction. Mais salut Mathieu. Ça va bien? Tu es sur une chaîne qui s'appelle ImproViews. On est là, on va parler d'impro. On a le temps pour discuter de différentes choses. Est-ce que Mathieu, pour commencer, tu peux te présenter brièvement? Eh oui Eh bien écoutez, j'ai 42 ans au jour où nous enregistrons cette interview. Je suis alsacien, mais je vis à Lyon depuis une vingtaine d'années, ce qui fait bientôt la moitié de ma vie. Ce qui n'est pas sans m'émouvoir d'ailleurs. Je suis un acteur et aussi un auteur, poète. Et voilà, j'ai démarré ma carrière en faisant de l'improvisation uniquement. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai diversifié mon activité. Mais que la question de ce qui se passe quand on est en train de jouer, ce qui est vraiment en train d'arriver à ce moment-là, est central dans tout ce que je fais, même lorsque j'écris. Voilà. Cool, comment tu définirais ce que tu viens de dire, ce qui se passe quand on est vraiment en train de jouer? Comment je le définirais? Mieux que ça, tu veux dire? Comment tu expliciterais ça, ouais? Eh bien, le fait de rechercher à tout moment où je suis sur scène, où je partage un moment avec des spectateurs, que l'expérience soit la plus pleine possible, que l'expérience partagée soit la plus pleine possible, que ce qu'on est en train de vivre ensemble, l'acte de la représentation théâtrale vivante, elle soit la plus en présence de tout le monde possible. C'est ça, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est un poncif pour des gens qui font du théâtre, mais n'empêche que moi, je l'attaque avec assez frontalement, puisque j'ai attaqué cette question-là par l'improvisation. Donc là, de fait, a priori, ce qui est en train d'arriver sur scène arrive pour la première fois, pour la seule fois, et donc c'est en train d'arriver, et on ne recherche pas à recréer quelque chose, on cherche l'expérience du moment, quoi. Donc c'est pour ça. Mais ça continue à m'intéresser, même dans d'autres choses qui ne seraient pas improvisées. Et justement, dans ces autres choses pas improvisées, est-ce que tu t'es déjà confronté à des gens qui n'avaient pas cette vision-là, qui pouvaient avoir une vision peut-être plus technique ou mécanique? Ouais, bien sûr, mais c'est pas des gens avec qui je vais travailler, du coup. Pas très grave. À quoi tu les vois? À quoi tu le vois? Non, mais assez rapidement, on voit bien si l'objectif est pour un metteur en scène de défendre une pensée très claire sur quelque chose, un point de vue, et puis de délivrer cette pensée à l'identique chaque soir, c'est pas un metteur en scène avec lequel je vais être très intéressé de travailler. Si c'est quelqu'un à l'inverse qui veut que chaque représentation soit ouverte à ce qui est en train d'arriver pour de vrai, bah ouais, là ça va m'intéresser, tout simplement. Et tu vas le sentir vite, ça? Que tu vas te tomber sur un metteur en scène qui veut... J'en sais rien. Je sais pas, il faudrait des exemples concrets. Ouais, bah non, mais assez... Ouais, je suis quand même dans le travail, on se rend compte, dans la manière dont tu es dirigé ou dans la manière dont tu partages la scène avec d'autres, tu sens assez vite si c'est en train d'arriver ou si on est dans le fantasme de la recréation de quelque chose à l'identique, quoi. Ça se sent quand même. Ouais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un metteur en scène où tu dis, bah du coup, je reste pas? Non, parce que j'ai pas assez de travail pour pouvoir en refuser comme ça, par contre, il y a des fois, ouais, effectivement, des aventures où je sens que il y a ce projet-là et puis ça ira pas plus loin. À l'inverse, il y a des aventures où je sens tout de suite, dès le départ, que c'est le début de quelque chose et qu'on va pouvoir faire un chemin ensemble, même si on écrit les spectacles, je sens qu'il y a une attention à ce qui se passe sur le plateau et du coup, ça va plus loin. Ouais. Tu joues un spectacle aussi. Tu as joué un spectacle qui s'appelait Slow Impro. Ouais. Ça a commencé quand? Alors, comment? Slow, ouais, quand ça a commencé en 2010 avec Marco Mayerl, avec qui je tournais beaucoup en Europe, globalement. On faisait des spectacles d'improvisation parce qu'on était invité à jouer dans des festivals et on jouait souvent à ce pourquoi on avait été invité à jouer. Donc on décidait pas trop ce qu'on allait jouer, on arrivait puis on nous disait ce soir c'est un maestro, demain c'est
demain c'est ceci, cela, voilà. Et on faisait ça. Et puis on ne se reconnaissait pas forcément dans les formes qui étaient celles qui nous étaient proposées à chaque fois, ni les rencontres qui étaient faites toujours. Et du coup on s'est dit, bah tiens, ça nous intéresserait de développer notre manière de faire. J'ouvre une parenthèse là, tu as des festivals d'impro en Europe que tu recommandes et des festivals d'impro en Europe que tu recommandes pas? Que je recommande, c'est-à-dire à qui? À des spectateurs Ouais, spectateurs et ou comédiens. Alors, parce qu'il y a plusieurs choses. Quand on dit festival, effectivement, souvent, là, la forme la plus répandue, c'est qu'effectivement, il y a une offre de formation énorme. Et donc, souvent, c'est des improvisateurs qui viennent à la fois être formés et à la fois regarder les spectacles qui sont faits par les professeurs. Donc, cette forme de festival, à mon avis, a ses limites. Et donc, évidemment, après, tous les festivals qui sont sur cette forme-là pure, je trouve qu'ils sont très bien si on veut aller se former à faire de l'improvisation. Après, pour ce qui est de ce qui se passe sur scène, de la création, il y a donc sur le mode d'avant, il y a genre Würzburg ou le festival qui a lieu à Lyon aussi, le LIF ou je suis pas très au courant non plus de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le LIF, on dirait quand même que c'est la forme de festival que tu... Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ça va un peu dans ce sens-là, ouais. Ouais, on vient pour se former, quoi. Exactement, ouais. Et le festival est tourné vers la communauté. Alors, moi, c'est vrai que je suis plus intéressé par des festivals où il peut y avoir une offre de formation, c'est pas la question, ça permet de financer le festival ou quoi, mais où dans le festival, il y a une volonté de présenter une création artistique à un public très large, et qui ne soit pas exclusivement la communauté. Et ça, t'en as rencontré? Pas beaucoup, non. Enfin, si, j'en ai. Par exemple, on est allé en faire un à Toronto, mais du coup, là, le théâtre n'était pas du tout un théâtre le théâtre qui produisait n'était pas du tout un théâtre qui faisait de l'improvisation, ou qui connaissait la communauté de l'improvisation, et donc ils ont dirigé leur communication vers leur public habituel, et ils se sont plutôt plantés, quoi. Donc, en termes de production, c'est pas forcément un modèle que je recommande, hein, c'est pas du tout la question, mais... pour des spectateurs, je trouve qu'il y a il y a certainement une ambition peut-être un petit peu plus grande à avoir dans ce genre de festival, quoi. C'est ça les limites que tu disais sur les festivals qui fonctionnaient essentiellement par en gros des ateliers? Ouais, enfin en tout cas, moi, de mon point de vue d'artiste, quand je vais dans un festival comme ça, j'ai l'impression d'être un prof. Et je ne dis pas que ça n'est pas intéressant, que ça ne m'intéresse pas, que ça ne fait pas partie des choses que j'aime faire ou que je trouve important de faire. Mais je trouve que pour moi, du coup, c'est pas ce que j'appelle un festival, quoi. C'est-à-dire que c'est un séminaire ou une convention autour de l'improvisation. Mais après, le soir, quand je vais sur scène avec les autres profs et qu'on fait un spectacle vite imaginé et que je joue uniquement face à des gens qui ont été mes élèves ou les élèves des autres, ou qui sont là, qui nous connaissent déjà, qui connaissent déjà un peu notre travail, qui sont plutôt à se demander, tiens, alors, qu'est-ce que ça donne quand il est sur scène, ou comment il met en application les choses qu'il nous dit l'après-midi, ou quand on est dans ce rapport-là avec le public, j'ai l'impression d'être encore dans la suite du stage, d'être dans une poursuite de la masterclass, et que je suis en fait, même sur scène, toujours encore dans cette stature du professeur, et qui est pas celle de l'artiste qui monte sur scène et qui est en danger, en fait. C'est-à-dire, je ressens pas vraiment le danger d'avoir face à moi des gens qui ne savent rien de moi, ou qui vont être touchés ou non par ce que je vais proposer. Enfin, ce danger, cette peur qui va me ronger à chaque fois que je vais monter sur scène, dans ce genre de festival, je la ressens très peu, quoi. Et donc j'ai l'impression d'être uniquement dans quelque chose d'assez transmissif, quoi. Uniquement en train de transmettre. Et donc moi, en tant qu'artiste, il me manque quelque chose. Au moment où je monte sur scène, je me dis, tiens, c'est marrant, l'endroit ne résonne pas comme il résonne habituellement. Est-ce que c'est possible de te faire venir sur un festival, mais comme on n'a pas d'argent pour que tu joues, je te dis que tu vas faire un workshop et c'est comme ça que je te finance? Oui, bien sûr. Alors, bon, l'argent, en plus, c'est une question... c'est une autre question. Est-ce que tu veux qu'on parle d'argent, ou est-ce que tu veux qu'on parle de la manière dont on comme tu veux. Non, ouais, est-ce que je peux te faire venir comme ça?
Est-ce que tu te dis, bah Bah ok, ouais, j'ai pas arrêté de faire ça, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, c'est un moyen de faire. Je suis tout à fait conscient que l'économie de cette communauté de l'improvisation, elle est compliquée à maintenir, qu'organiser un festival sans finances publiques, ce qui est souvent le cas, des productions de festivals d'improvisation, bah, c'est compliqué. Donc du coup, ce moyen de financer son festival, il est super malin et évidemment que je soutiens ça. Après, c'est la manière dont le festival est adressé au reste du monde qui va m'intéresser. C'est-à-dire que je vais toujours avoir, si je peux, une discussion avec la direction du festival et questionner ça, quoi. Enfin, ou ressentir ça. Et je vais être d'autant plus intéressé par l'invitation si je sens que le festival, le soir, quand on est sur scène, va pouvoir toucher du public et pas uniquement les élèves de l'après-midi, quoi. à quoi tu différencies la posture de prof de la posture d'artiste? Tu disais quelquefois en festival, justement, sur scène, j'ai l'impression d'être un Bah, que non, tu mais veux être un alors, prof. bon, pour moi, c'est assez simple parce que j'enseigne slow. Donc, je suis prof quand je parle de slow, que j'explique ma vision de l'improvisation via cette méthode, quand je développe cette pensée face à des gens que ça intéresse et qui prennent des notes et qu'après ils s'en emparent et qu'ils en font ce qu'ils veulent derrière. Là, je me sens le prof. Et quand je suis sur scène et que j'ai l'impression de jouer en suivant les préceptes dont je viens de parler face à des gens qui sont en train de regarder, ah oui, alors comment c'est... Quand j'ai l'impression de faire les travaux pratiques, quoi, sur scène, j'ai l'impression de ne pas sortir de ma posture de professeur. Or, je sens pour moi que c'est bien quand je suis sur scène que je me sens bien à ma place s'il y a un danger supplémentaire, qui n'est pas uniquement de transmettre ces choses d'une autre manière. Voilà. Et du coup, si tu devais expliciter cette différence en une phrase, tu dirais ça comment? Lorsque j'enseigne, j'adresse mon contenu à des personnes particulières. Lorsque je suis un artiste, j'adresse ce que j'adresse au monde en entier, quoi. Sans me soucier de la nature des personnes qui vont l'entendre et comment ils vont le recevoir. C'est leur problème après. Alors que quand j'enseigne, j'avais droit à une longue phrase. T'avais le droit à une longue phrase. T'as déjà organisé un festival, Mathieu? Ouais, bien sûr. Ces questions, je les pose à moi-même. Ouais, il y a longtemps, avec la troupe et compagnie, on a organisé le festival Spontaneous. Pour le coup, on n'était pas sur ce modèle de financement par des stages, puisqu'on avait des financements publics, mais ça ne suffisait pas et ça a été compliqué en termes de production de tenir. Mais ouais, j'ai organisé des événements après. Du coup, c'est quoi, à ton avis, la mission d'un festival? Ou le but? Bah, c'est de proposer des spectacles à un endroit, à un moment, qui, comme une espèce de rassemblement d'artistes qui viennent de plein d'endroits, et puis à un moment qui peuvent présenter au même public, le public lyonnais par exemple si ça se passe à Lyon, ou parisien si ça se passe à Paris, à ce public-là, une variété de propositions artistiques sur un temps resserré. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y en a un que tu recommandes? Est-ce que tu as eu un... Non, Ok, ça c'est le festival, franchement c'est trop bien, par rapport à ce qu'on s'est dit. Mais je trouve que, après, c'est pas tout à fait honnête, parce que je connais pas énormément, j'en connais quelques-uns où j'étais, et puis j'ai des amis qui en organisent, dont je suis proche et tout, et c'est vrai que, mais sachant tout ça, sachant que c'est complètement partial, oui, je pourrais recommander d'aller à Ljubljana, au festival de Narobov, où je trouve qu'il y a une exigence sur l'artistique qui est assez importante, et où ce qui est présenté est vraiment le nœud d'une pensée du moment. Enfin, l'équipe artistique qui anime ça, elle va assez loin profondément dans la proposition artistique. Ce qui est proposé à chaque fois, c'est, je trouve, digne d'un festival, ça me plaît. Mais bon, c'est parce qu'aussi on est amis, ou alors c'est parce qu'on est
parce qu'on pense pareil, qu'on est amis. Enfin bon, je sais pas. Tu vois une différence, Ljubljana, donc en Slovénie. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence d'improviser en fonction des nationalités? Est-ce que tu as ressenti un truc comme ça? Ou pas du tout? Je pense que de la même manière qu'il y a des différences dans les courants artistiques au théâtre ou dans d'autres, ou dans la danse ou dans la littérature, évidemment, les cultures desquelles s'imprègne la création influencent la création, c'est sûr. Moi, j'ai toujours trouvé, par exemple, qu'en Slovénie, la scène a été très politique. Et c'est effectivement un pays qui est très jeune et dont la conscience politique est beaucoup plus acerbe, je pense, que chez nous, où la démocratie est quand même, je trouve, un peu plus solide, même si on peut en débattre. Par exemple, je trouve qu'en Allemagne, mais c'est vraiment des choses à gros traits de mon expérience à moi, enfin, j'ai trouvé qu'en Allemagne, à chaque fois, je comparais beaucoup à ce que je voyais à du cabaret. Ça ressemblait beaucoup à du cabaret, et c'est, à mon avis, il y a une grande tradition du cabaret en Allemagne, et l'improvisation appartient à ce monde-là, alors qu'en France, l'improvisation, elle appartient au monde du théâtre. En Allemagne, pas du tout. Donc, du coup, tout ce que j'ai pu voir, ils chantent beaucoup. Dans tous les spectacles, il y a des micros, puis on se met à chanter. Enfin, c'est vraiment hyper spécifique. Voilà, ce que j'ai vu dans le nord de l'Europe, c'est pour le coup très proche du monde du théâtre. Les auteurs sont pas loin, notamment en Suède. Si on voit une pièce de Lars Noren et qu'on voit ce qu'improvise le théâtre d'improvisation de Stockholm, je trouve qu'on peut y trouver des liens assez rapidement dans la nature des relations entre les personnages, dans la manière dont ils se disent leur vérité, les choses viennent d'assez loin, c'est lent. Ouais, il y a quand même des choses après qui me semblent appartenir à l'âme de chacune des cultures. Mais bon, c'est avec vraiment de là où je suis, évidemment, hein, c'est pas du tout des... Je suis pas en train de... C'est très cliché, quoi. C'est assumément du cliché. Je reviens sur Slow. Ouais. Tu disais 2010. T'étais où à cette époque-là? T'étais à Lyon? T'étais à Strasbourg? J'étais à Lyon. Et Marco était à Strasbourg. Et on a décidé donc de partir sur notre délire à nous. Et on est allé passer une semaine ou deux en forêt, dans les Vosges, ensemble, surtout à marcher et à se faire du feu et à parler de ce qui nous semblait juste pour réussir à révéler ce qui est déjà là. C'était notre objectif, révéler ce qui est déjà là. Et donc on a développé, après c'est notre personnalité à nous, hein, on a développé des concepts, parce qu'on aime penser avec des concepts, Marco et moi. Et assez rapidement, il y a des choses qui sont apparues dès le départ. En fait, toute l'idée de la matière, toute l'idée de l'observation, de la qualification, c'est arrivé dès le départ dans les Vosges. Et ça s'est fait tout ça très naturellement, lentement et naturellement. Ça a pris combien de temps? C'est le travail d'une vie. Ça a pris, c'est-à-dire, c'est pas fini, quoi. On continue à bosser et à avancer. On dit qu'on fait de la recherche, quoi. Mais pour nous, on publie rien, on transmet pas grand-chose. Ouais. On a l'impression avec Slow, et c'est, je crois, assez rare, comme si vous aviez créé votre propre méthodo. Ouais, c'est ça. Et je pense pas que ce soit si rare que ça. C'est juste qu'on a c'est nos esprits qui ont besoin de conceptualiser ou qui aiment conceptualiser les choses et qui aiment donner des noms aux choses et qui aiment effectivement comprendre exactement quelles sont les incidences de telle décision sur tel fait, enfin, comment les choses s'articulent. Et puis, donc du coup, effectivement, il y a une méthode maintenant qui est assez claire parce que ça nous plaît qu'elle soit claire. Parce que ça nous permet aussi de mieux dialoguer l'un avec l'autre, de mieux dialoguer avec d'autres artistes avec qui on a pu travailler ça. Enfin, ouais, c'est vraiment notre manière de faire, mais je ne pense pas que ce soit si rare que ça. À mon avis, toutes les personnes qui improvisent et qui s'intéressent à ce qui pour eux est important dans cet acte-là, au bout d'un moment, ils sont bien obligés de se demander comment ils vont faire. Et d'une manière assez personnelle. Après, est-ce qu'ils le formalisent autant que nous? Peut-être pas, mais je sais qu'il y en a d'autres que ça amuse aussi de formaliser les choses comme ça. Ouais.
Tu peux nous faire un petit résumé sur la notion de matière ou de matiériste? Ouais, le concept central, c'est la matière. C'est-à-dire qu'on pense, mais moi je le pense dans la vie aussi, que tout est fait de matière, que la matière précède tout. La matière est avant le temps. La matière fait le temps. C'est-à-dire que je pense que on ne devrait pas dire on s'aime depuis longtemps, mais plutôt on dure d'amour. Tu vois, c'est-à-dire que c'est la matière qui fabrique le temps. La matière fabrique l'espace. La matière fabrique tout. Donc tout est contenu dans la matière. Et donc à un moment où on veut s'intéresser à ce qui est déjà là pour le rendre observable par des spectateurs, eh bien on va essayer de prendre conscience de la matière dans laquelle on est et qui va donc construire, enfin ou dans laquelle est contenu tout ce qui va être joué et donc observé par les spectateurs, vécu par les spectateurs, vécu collectivement. Donc le concept central, c'est vraiment la matière. Tout est déjà là, dans une matière. Une matière hyper complexe, parce qu'elle est composée des éléments physiques qui sont là, évidemment, mais aussi de tout ce que nous venons apporter, donc tout ce qu'on a en mémoire, tout ce qui nous construit de manière consciente, inconsciente, ceux qui sont sur le plateau, mais aussi ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui sont là en présence font de la matière, tous ensemble, tous les éléments inertes aussi font de la matière, tout ce qui est présent est dans la matière. Et concrètement, du coup, sur une scène d'impro, ça donne quoi? Eh ben, ça donne qu'il faut observer ça. C'est-à-dire quand on arrive sur une scène d'impro, quand on arrive dans un espace, on observe ça et on se questionne sur l'interaction qui existe entre les différents éléments. Donc ça veut dire qu'il y a à intégrer la conscience qu'on est tous là que de la matière. Concrètement, ce qu'on s'est amusé à dire, c'est qu'il y a la première personne qui va se positionner dans l'espace, c'est le matiériste. Donc c'est celui qui va mettre ça un petit peu en mouvement, qui va rendre ça visible. Donc le matiériste, lui, avec son corps, avec sa conscience, avec sa présence, eh ben, il va agir, faire des choses, peu importe, tant qu'il est en train de les faire pour de vrai. Et en faisant ça, ben, il va rendre visible une partie de la matière, très clairement. Et donc il y a une autre personne qui est à l'extérieur et qui observe ce corps en présence, cette matière, et qui, en observant cette matière, va être capable de la qualifier, de dire « Ah bah c'est pas juste un acteur présent sur une scène, ça, en l'observant avec précision, en fait, ça m'envoie immédiatement cette signification. C'est ça, en vrai. En vrai, là, ce qu'on est en train d'observer collectivement, c'est ça. » Et il va le verbaliser, il va dire « Cet homme est… » Et il va précisément dire ce que c'est de manière très très spécifique. Il va rien inventer, il va juste observer et laisser venir à lui la découverte de ce que le matiériste est en train de mettre en vie. Et une fois que ça c'est fait, on a tous pris conscience de la scène qui était déjà là. Mais en fait, elle était déjà là, c'est simplement qu'il fallait l'animer. Donc on a tous pris conscience ensemble, ah bah tiens, voilà, c'est ça la scène qui était en train de se jouer. En quoi c'est différent de vas-y, fais un truc sur scène et je vais trouver ce que c'est? C'est pas différent. C'est dans la posture. C'est exactement ça, sauf que fais un truc sur scène, c'est comment, de quelle manière, et je vais trouver ce que c'est, comment. Mais c'est exactement ça. Vas-y, fais un truc sur scène et je vais trouver ce que c'est. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le mot trouver. Je vais trouver ce que c'est. C'est pas je vais te dire ce que c'est, je vais découvrir ce que c'est, on va découvrir ce que c'est. C'est ça qui est important, effectivement, c'est qu'on va découvrir ensemble ce que c'est. Et pour ça, il faut effectivement faire un truc sur scène. Mais faire un truc sur scène, ça ne veut pas dire fais n'importe quoi sur scène, ça veut dire fais réellement ce que tu ressens nécessaire de faire sur scène. C'est ça, faire un truc sur scène. Donc ce que tu dis est tout à fait juste. Après, il faut épaissir un petit peu la question de faire et la question de trouver ce que c'est. Et avec ça, vous en avez fait un spectacle? Ouais, on en a fait un spectacle parce qu'on avait envie
effectivement, de partager ça avec des spectateurs. Donc évidemment, on en a fait un spectacle assez vite. Mais au fond, c'est plus un travail de recherche sur le moment de la création, comment on peut être le meilleur possible dans notre qualité de présence. Au fond, c'est une recherche là-dessus. Après, ça prend la forme d'un spectacle parce que ça nous a fait plaisir d'expérimenter ça à 3 avec Mats, un musicien, Mats Carlsson. Donc Mats, Marco et moi, on joue en utilisant ce principe très simple. Mais après, ça alimente n'importe quel travail. C'est-à-dire que quand je fais un spectacle qui n'est pas improvisé, je vais quand même me poser les mêmes questions. Qu'est-ce qui est déjà là? Quelle est la matière? Comment de l'extérieur, je l'observe? Et comment, en l'observant, je la modifie, du coup? Et comment j'arrive à qualifier ce que je suis en train de faire pendant que je suis en train de le faire? Cette manière de créer, en fait, elle est en filigrane dans tout ce qu'on fait. Et est-ce que du coup ça te bloque par exemple dans d'autres manières d'improvisation où on n'a pas cette logique de découverte? Non, pas du tout, au contraire, non, c'est vraiment, ça se glisse de partout. Hein. Non, pas du tout. La seule chose, c'est vraiment, moi, quand je monte sur une scène de théâtre, que je joue un texte qu'on m'a demandé d'apprendre ou que je joue un spectacle d'improvisation avec des gens que je connais ou pas, quoi, dans tous les cas, quand je monte sur scène, avant de dire quelque chose ou de faire quelque chose, j'observe la matière dans laquelle je viens d'entrer, ou dans laquelle je suis déjà. Enfin, j'observe cette matière. Alors ça peut être très ténu, ça peut être très fin, ça peut être très court, mais j'observe ça patiemment, même si c'est très court. Et de cette conscience de ma présence dans la matière naît ce que je joue. Même si ce que je joue doit être dit dans un texte précis, c'est quand même, j'essaie quand même que tout ça infuse dans tout ce que je fais, quoi. Donc ça change rien que je joue avec n'importe qui dans n'importe quel contexte. Moi, je peux jouer comme ça, quoi. Il n'y a pas de souci. Il y a une légende qui dit Mathieu Lins un jour animé un stage slow impro et en accueillant les gens, il a dit bon voilà, c'est un stage qui repose sur la flânerie, donc baladez-vous dans la ville pendant 1h30 et on revient. C'est vrai ou pas? Oui, mais c'était plus qu'1h30. Ouais. Non. Ouais, la flânerie, c'est le concept qui permet d'entrer dans la matière. Là, je suis allé... Donc c'est vrai, hein, tu dis aux gens... pendant la flânerie, c'est même un concept. Ouais, tout à fait. Donc ils viennent, ils payent un stage et les 2 premières heures, ils se baladent dans la ville. Ouais, mais c'est toujours la même chose. Comment tu flânes? C'est un travail d'apprendre à bien flâner. Tu vois, faut relire Baudelaire, tout ça, c'est chaud. Le travail de base, c'est ça. C'est savoir flâner. Parce que flâner, c'est être capable de se mouvoir, donc d'agir, sans savoir à aucun instant vers où on se dirige, ni avoir un désir sur l'endroit d'après. C'est vraiment être en présence dans son mouvement. Point à la ligne. Et se laisser cueillir par les choses qui vont être également en présence avec nous dans la flânerie. Les observer et donc prendre conscience de la manière dont on interagit avec tout ce qui est présent avec nous dans la matière. Donc flâner, c'est vraiment avant la matière, quoi. C'est-à-dire le matiériste, on lui dit sur scène, avant de rentrer dans la matière réellement, d'être présent dans la matière, bah, effectivement, il faut qu'il flâne pour se laisser cueillir par quelque chose. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, fais quelque chose. On ne va jamais dire à quelqu'un, fais quelque chose et je vais trouver ce que c'est. On va lui dire, vas-y, flâne. Et on aura appris à flâner. Flâne, et puis après, à un moment dans la flânerie, on va voir qu'il n'est plus en train tout à fait de flâner, là, il est rentré dans quelque chose qui est précis pour lui, qui est concret, et là, c'est de la matière. Et là, c'est observable, c'est de la matière observable. Et du coup, on peut la qualifier, on peut dire ce que c'est, on peut trouver ce que c'est. Donc ouais, flâner... Ça se voit, ça sent à un moment, on passe de flânerie à matière observable. C'est hallucinant, comme c'est évident, quoi. C'est une évidence. Mais d'ailleurs, on peut l'observer dans la rue. Si tu vois un flâneur, un bon flâneur, hein, je parle d'un bon flâneur, hein, un mec qui a l'expérience de flâner, si tu vois un bon flâneur dans la rue, tu vas voir le moment où il est cueilli dans sa flânerie. Tu le vois, c'est évident. Il est cueilli dans sa flânerie, et c'est pas forcément un événement pour lui. C'est la prise de conscience qu'il est en train de vivre ça. Ah, il y a ça qui est en train d'arriver, c'est une évidence à observer.
Ouais, évidemment. Tu remarques, hein, tu arrives à voir des flâneurs qui sont cueillis quand tu te balades. Ben oui, mais même je l'observe pour moi-même dans la rue. Alors, il faut s'adonner à la vraie flânerie, c'est-à-dire il ne faut pas se dire je suis gare de l'Est et j'ai rendez-vous à Bastille, j'ai rendez-vous dans 2 heures, ok, bon bah j'y vais à pied. Ça, c'est pas une vraie flânerie parce que tu as 2 heures pour aller de gare de l'Est à Bastille, on sait que c'est trop, mais n'empêche que tu vas ralentir. Non, c'est pas ça de la flânerie. La flânerie, c'est je suis là et je sais pas ce qui va m'arriver. Donc l'exercice de la flânerie là, dont tu parlais tout à l'heure, je l'explique un petit peu. En fait, ce qu'on fait, c'est que chacun part avec un timer. Donc ça peut être éventuellement un téléphone portable ou alors on a des petits chronos. Et on se donne un temps de flânerie. Donc tu mets ça dans ta poche. Tu as un temps de flânerie par exemple de 3 heures. Donc on sait simplement qu'on part d'un certain endroit, tous ensemble, de devant le studio de travail ou quoi. Et pendant 3 heures, on flâne. Et chacun ne doit rien faire d'autre que de se laisser aller à ses propres sensations et se laisser cueillir et flâner et partir. Et au bout de 3 heures, le timer sonne. Ah, c'est terminé. Et là, il faut sortir de la flânerie, prendre conscience de où on est très exactement et rentrer au studio de travail le plus rapidement possible, sans faire de pause, pour changer d'état et ressentir la différence. Là, je vais quelque part. Et parce que c'est 2 états vraiment diamétralement opposés et on veut pouvoir ressentir le premier, celui du flâneur. Donc, après, on sent très nettement la différence. Donc, j'explicitais ça pour dire, si tu veux aller d'un endroit à un autre et que tu te dis, ouais, j'y vais tranquille, c'est pas de la flânerie. Si tu veux flâner, vraiment, tu pars sans du tout savoir quand ça va s'arrêter, comment, par où tu vas partir. Et si tu fais cet exercice-là, eh bien, tu vas faire l'expérience, je te le promets, tu vas faire l'expérience de te faire cueillir par des choses. Et à ce moment-là, d'avoir envie, tu vas avoir envie d'un moment d'aller sentir une fleur, tu vas avoir envie de faire... Et du coup, tu n'es plus en train de flâner purement, tu es en train de rentrer dans la matière. Et là, tu es en train de faire quelque chose de vrai, qui était déjà là, en toi, en cette fleur, et tu vas le faire pour de vrai. Et si quelqu'un est en train de t'observer, en train de sentir cette fleur, si tu le fais pour de vrai, forcément, il va se demander pourquoi tu sens cette fleur. Qu'est-ce que tu ressens? Quel genre de personne tu es là? Comment tu es allé vers cette fleur? Enfin, il y a énormément d'indices dans les corps, dans la matière, qui font qu'une personne qui observe, elle va voir beaucoup plus que ce que tu es en train de faire précisément, c'est-à-dire sentir une fleur. Elle va voir tout ce qui est autour, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est en dessous, tout ce qui soutient cette situation, et elle va être capable de le verbaliser et donc de t'en faire prendre conscience. C'est ça le concept de base pour la genèse d'une scène, quoi, ou l'apparition de la scène. Ça fait une petite dizaine d'années du coup que vous jouez et aussi transmettez du coup le Gixlo Impro. Comment tu te sens à l'idée que des personnes s'en approprient ou l'utilisent cette méthode? Hyper fier. Non, bah ouais, c'est génial, t'imagines si notre travail peut en inspirer d'autres, c'est formidable, c'est formidable. Comment tu te sens imaginons que tu vois un spectacle bien nul et ils se disent on s'est approprié le slow? Hyper fier. Bah, qu'est-ce que je te dise, moi, c'est que j'y suis pour rien, quoi. c'est pas mon problème. Ouais, alors c'est vrai que si le spectacle est vraiment top, à la fin, je dirais ouais, il y a un lien de parenté très clair. Hein. Si le spectacle, non, j'en sais rien du tout, je sais pas. Écoute, ça m'est jamais vraiment arrivé, c'est pas des questions que je me pose. Je sais pas. Et alors après, est-ce que tu penses que c'est possible, on va dire, comment on dit déjà, prendre la propriété intellectuelle, c'est pas un concept auquel je crois beaucoup, la propriété intellectuelle. Dans tout. Je crois que c'est un concept qui permet à des entreprises de gagner de l'argent, parce qu'ils déposent des brevets, et puis ça leur permet de fabriquer des produits que d'autres n'ont pas le droit de fabriquer, mais à part cette incidence financière, qui ne m'intéresse pas, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire, propriété intellectuelle. Ça veut dire, c'est-à-dire, cette idée-là, elle est à moi. Ça me paraît... si quelqu'un le fait sans vouloir d'argent, en plus, c'est d'une arrogance intellectuelle hallucinante, quoi. Si c'est très clairement affiché que c'est uniquement pour gagner de l'argent, bon, bah là, je peux comprendre. Donc, pas de problème que 2 personnes viennent avec un musicien faire un truc qui s'appelle l'an impro? Ah bah non. Non, pas du tout. Non, après...
Non, ça m'intéresse pas trop. Ce genre de... je m'en fous. Ce genre de questions. Question nulle. Non, bien sûr que non. Je vois tout à fait de quoi on est en train de parler. Mais non, vraiment, la question de la propriété intellectuelle, je trouve qu'elle est intéressante parce que pour moi, c'est vraiment une question d'argent. C'est-à-dire évidemment, qui a les droits des chansons de Michael Jackson? Ouais, bon, ça c'est intéressant parce que c'est beaucoup d'argent et dans le monde dans lequel on vit, évidemment, dans le show business, la musique de Michael Jackson, elle génère énormément d'argent. Qui a les droits des Beatles? Qui a les droits de ceci, cela? Est-ce que je peux te faire venir, je te coupe, pardon, sur un spectacle sans argent? Bien sûr. Je te dis, j'ai envie de... Tu viens jouer, mais j'ai pas d'argent à te proposer, c'est pas un problème. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est vraiment pas le seul critère pour moi. Après, c'en est un, comme plein d'autres, mais j'ai déjà joué plein de spectacles sans être payé, évidemment. Et j'espère que je vais réussir à garder la liberté de le faire encore. Ah ouais, bien sûr. C'est un élément. Je trouve que dans certains cas, je vais demander à être payé. Et c'est pas parce que artistiquement ça m'intéresse moins que c'est pas l'un ou l'autre. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. C'est très complexe comme question. Et je suis prêt, tout à fait, ouais, bien sûr. C'est quoi les critères alors? Ah ben, il y en a plein. Il m'est arrivé d'aller jouer avec quelqu'un juste parce que j'avais envie d'être 1h30 sur scène avec cette personne. Et pour moi, les questions de vie privée et de vie professionnelle sont étroitement liées. Je dis souvent que ma vie privée, ma vie de famille, ma vie professionnelle sont la même vie. Et que du coup, c'est pas parce que sur scène, le seul attrait n'est pas professionnel, entre guillemets. Si sur scène, il y a d'autres attraits qui sont plus privés, c'est-à-dire genre être ensemble, que je vais penser que c'est moins important. Donc les critères, ils sont juste est-ce que j'ai envie de le faire en fait. C'est-à-dire tous les critères. Mais comme on me demande est-ce que tu veux venir faire un foot demain, peut-être que des fois je demanderai à être payé pour aller faire un foot. C'est pas impossible non plus, je veux dire. Enfin, pour moi, c'est pareil, quoi. On t'a déjà payé pour faire un foot? On m'a jamais payé pour faire un foot, mais j'espère pouvoir garder la liberté de demander de l'argent pour faire un foot. J'espère que c'est exactement la même chose, quoi. Je vois pas le rapport. Tu veux faire un foot? Oui, non, ouais, bon, je sais pas, c'est qui? C'est quoi? C'est quand? Il va pleuvoir? Pas? Il y a un toit au-dessus du théâtre? Non, mais on joue sur un terrain de foot. Ah, enfin... Les conditions idéales pour faire un spectacle d'impro, est-ce qu'il y en a? Non. Enfin, en tout cas, il y en a peut-être, mais je serais incapable de les nommer ou de les anticiper, quoi. En tout cas, ou alors ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les découvrir, les conditions du spectacle, justement. Moi, quand j'arrive quelque part, ce qui m'intéresse, c'est justement de découvrir la matière dans laquelle va s'exprimer notre présence. Donc, du coup... oui, a posteriori, on peut se dire, tiens, il y a ça peut-être qui a été un grain dans les rouages, ou ça qui, à l'inverse, a permis au spectacle d'être exceptionnel ou rare, ou je sais pas. Mais pour moi, c'est de l'observation a posteriori. Je serais incapable de dire là maintenant. Je pense qu'on peut vivre des expériences improvisées dans n'importe quel contexte et qu'elles soient exceptionnellement ratées ou l'inverse. Peu importe. Tu faisais quoi en impro à Strasbourg quand tu y étais? C'est un peu la ville où tu as découvert l'impro, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai démarré, en fait, il y avait en 95 la Ligue d'impro Lolita, qui organisait un mondial d'improvisation, le bien nommé mondial d'improvisation avec la LIM de Québec, la FBIA de Bruxelles et la FIC de Genève. Donc, ce mondial d'improvisation avait lieu à Strasbourg. Je te vois rigoler, pourquoi tu rigoles? Parce que non, mais ça me fait rire, le mondial de l'improvisation, et puis c'était toujours les 4 mêmes troupes, en fait, c'était 4 troupes. C'est pour ça, c'est drôle. Ça arrive souvent? T'envoies souvent des mondiales? Non, mais en fait, c'était... non, mais c'est drôle, il n'y avait que des gens qui parlaient français, que des copains,
C'était comme une petite réunion de copains, quoi. Et c'était génial, d'ailleurs. Et on a perpétué ces traditions après, même avec des spectacles bien différents des matchs d'impro, mais où on faisait aussi des rencontres internationales, et on appelait ça mondial. Donc c'est ça, mon petit sourire vient de là. Et donc il y avait la Lolita qui avait organisé ce mondial, et à la suite de ce mondial, il y a eu un raz-de-marée à Strasbourg de personnes qui voulaient s'essayer à l'impro, dont moi. Donc voilà, donc j'ai fait des matchs d'improvisation pendant 3-4 ans avec la Lolita. J'avais 17 ans, enfin j'ai 17 ans au départ, puis voilà ce que je faisais au début. Et après, Marco était le leader de cette mouvance-là, Marco Mayerl. Et du coup, assez rapidement, on s'est mis à faire d'autres choses ensemble. En 99, on a fait des catch impro au Camionneur, pour les Strasbourgeois qui nous regardent. Voilà, et donc c'était ça, c'était surtout la complicité avec... C'était quoi, ça ressemblait à quoi votre catch impro? Est-ce que votre catch impro de l'époque ressemble au catch impro qu'on voit maintenant? Je sais pas, parce que ça fait... Enfin, je sais pas du tout les formes qui existent aujourd'hui, j'en ai pas vu depuis très longtemps, donc je ne sais pas. Mais ce qu'on faisait à l'époque, je pense que ouais, il y avait deux équipes qui portaient des noms un peu foutraques, genre les bouchers d'Arcachon contre les... je sais pas quoi, contre les danseurs. Et puis il y avait un arbitre qui les faisait jouer ensemble pour que le public puisse décider lequel des deux était le plus drôle, en gros. Voilà, une sorte de match, mais 2 contre 2, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'était la taille de la scène du Camionneur qui nous avait obligés, et puis le fait que la dynamique d'Inédit Théâtre était professionnelle et que du coup ils voulaient payer les gens qui étaient sur scène, donc il fallait réduire, et puis il fallait faire sur une petite scène. Et il y avait aussi quand même chez Marco, et ceux qui étaient là à l'époque, quand même l'inspiration du theater sports aussi, qui était une forme beaucoup plus libre, où les comédiens eux-mêmes pouvaient lancer des défis aux autres, où il y avait des challenges, où le juge-arbitre en fait était plus un animateur de la joute qu'un arbitre réel. Voilà, il y avait cette inspiration-là. Et il y avait la volonté de se faire un spectacle où tout est permis en fait. Parce que dans le catch, tout est permis. On peut sortir des cordes, il y avait cette volonté-là. Donc j'imagine que ça ressemble à ce qui se fait. Ouais. Vous étiez un peu précurseur là-dedans, dans ce truc-là, ou c'était quelque chose que vous avez repris ailleurs? Comme je dis, il y avait l'inspiration de Keith Johnstone. C'était inspiré quand même de ça, qui était officiellement 3 contre 3. Ouais, ça avait été inspiré de qu'on avait découvert, ou que Marco avait découvert, parce que moi j'avais pas dû encore jouer à ça, mais que lui avait découvert parce qu'il tournait déjà en Allemagne. Et en Allemagne, c'était la forme la plus répandue. Theatersport, là-bas. Voilà. Donc c'était inspiré de ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses, Mathieu, du communautarisme en impro? Alors je vais raconter. Lorsque l'Improvidence s'est créée il y a quelques années, j'étais très ému de ressentir qu'il existait une communauté de l'improvisation. Et je l'avais dit, je me souviens très bien à Thomas, et j'en avais parlé à Hugues aussi, Tébi, qui lui avait à ce moment-là faisait des interviews avec des personnalités de l'impro, et en écoutant tout ça et en voyant que tout le monde se retrouvait à l'Improvidence, je trouvais mais c'est fou, en fait on est une famille, il y a une communauté que je n'avais pas ressentie avant. Je sentais qu'il y avait un monde de l'improvisation, mais pas une communauté, je l'avais pas perçu. Et à ce moment-là, j'en étais très ému, je me disais je suis membre d'une communauté. Et c'était pas mal, et ça me paraissait juste à ce moment-là, parce que je cherchais, comme tout le monde dans sa vie, une forme de reconnaissance de ma pratique, et que nous avions du mal à la trouver dans les scènes conventionnelles, et que du coup, là, on avait une scène pour nous, on avait une communauté pour nous, les gens qui venaient nous voir étaient de la communauté, on était tous réunis, et ça nous permettait de trouver une légitimité, au moins au sein de cette communauté. Et du coup, je me disais que grâce à la communauté, on allait trouver une légitimité dans la grande communauté des artistes. Et celle-là, je trouve qu'on a raté le coche. C'est-à-dire ? Je trouve qu'on s'est enfermé dans la communauté. Je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure sur les festivals. Je trouve que les festivals sont tournés que
que vers la communauté, ou pratiquement. Je parlais du festival de Ljubljana qui a une super exigence artistique pour ce qui est de la présentation des spectacles le soir, mais la dernière fois que j'y étais, il y a 2 ans, je faisais la réflexion à Maya, je lui disais, tu te rends compte quand même là, la majorité des gens qui sont dans la salle, 80% des gens qui sont dans la salle, ou 90%, c'est des gens qu'on a eu en stage cet après-midi, qu'on aura demain ou quoi. Les gens qui écrivent les articles de presse étaient des improvisateurs exclusivement. C'était des gens qui avaient été invités par le festival à former un petit groupe de rédaction et qui devaient suivre tout le festival et animer un blog de réflexion autour de la pratique de l'improvisation en fonction de ce qu'ils voyaient lors du festival. Je me dis, tu te rends compte ? La presse qui parle d'improvisation est animée par des improvisateurs. C'est-à-dire que je me retrouvais dans un truc, je me dis, mais on est en vase clos, quoi. On est les uns sur les autres, on se regarde les yeux dans les yeux, ça nous fait du bien. Il y a des gens brillants qui écrivent des articles sur nous, mais c'est des gens qu'on a eu en stage l'après-midi. Les premiers articles qui ont été écrits sur Slow, j'étais très ému, c'est Hugues Tébi qui les a écrits. Génial, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ben enfin, ce serait quand même cool un jour d'avoir des gens qui n'y connaissent rien, ou qui n'y connaissent rien, en tout cas qui sont des observateurs de la création artistique en général, qui viennent dire ce qu'ils pensent de ce qu'on fait. Tu vois, ça me plairait ça. J'aimerais bien que dans la salle, il y ait des gens qui sont des observateurs du théâtre en général et qui viennent applaudir ce qu'on fait, ou huer ce qu'on fait, ou ressentir des choses face à ce qu'on fait. Je l'aimerais. Et franchement, je trouve que on s'est refermé sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté de l'impro, elle joue pour elle-même, elle forme des improvisateurs, elle s'agrandit, et donc elle génère de plus en plus de possibilités de financement, puisque on peut s'organiser de plus en plus de stages à plein de niveaux, des débutants, des plus loin, des professionnels, on peut même maintenant, voilà, et tout ça, et tous ces gens-là viennent dans nos salles et tout ça, et ça génère une économie viable pour des théâtres. C'est le cas des théâtres de l'Improvidence. Et c'est super pour ces théâtres-là. Je trouve que le projet, du coup, il est super pour ces gens-là. Mais moi, je ne m'y sens plus tout à fait bien parce que je me dis, c'est juste ma communauté. C'est comme si je ne faisais du théâtre qu'en famille. Évidemment que de temps en temps, ça me fait plaisir de dire un texte que j'ai écrit pour mes parents parce que je suis ému de les voir se remarier après 20 ans. Et bon, d'accord, mais... Enfin bon, donc je trouve que à l'inverse de ce que j'espérais, cet élan communautaire que j'ai senti il y a quelques années, il nous a enfoncés dans un trou encore plus profond qu'avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est encore plus difficile aujourd'hui d'accéder à une reconnaissance dans le milieu des artistes lorsqu'on est ancré dans la communauté de l'impro. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que, sans le dire aussi clairement que je suis en train de le dire là, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que de fil en aiguille, dans les derniers mois, dans les dernières années, je me suis un petit peu éloigné, je suis un peu moins présent, je donne plus de stages, je suis plus très présent, je tourne plus du tout dans les festivals ou quoi. Les seules relations qui m'intéressent sont les relations artistiques que j'ai avec certains autres artistes qui improvisent à droite ou à gauche. Dont Léeux, par exemple, Amadeus Roquette, avec qui je bosse, Maya en Slovénie, enfin d'autres, voilà, mais voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après, la communauté en tant que telle, je m'en suis vraiment éloigné parce que ça m'a fait un peu de mal de sentir, putain, en fait, j'ai l'impression de me cacher là-dedans, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'on a loupé le coche ? Ah non, mais j'en sais rien, et puis je veux pas... Je sais pas, enfin, j'en sais rien, si, j'ai quand même des pensées là-dessus. Je pense que la manière de produire l'improvisation, elle est à questionner quand même. Est-ce qu'on produit uniquement pour la communauté ? Parce que ça fonctionne. Et je me souviens avoir été enfin, un de ceux qui défendait ça à un moment. Je me souviens quand j'avais parlé une fois avec Frank Buzz de Subito, ils avaient lancé le festival, puis je lui disais, putain, je revenais de Würzburg, et je lui disais, en Allemagne, là, à Würzburg, ils ont une économie parce qu'ils ont énormément de stagiaires, il faut que vous fassiez ça et tout, enfin, il faut qu'on fasse ça et tout. Nous, à Spontaneous, on ne le faisait pas du tout. Mais je me souviens qu'on avait eu cette discussion et qu'ils l'avaient super bien fait à Brest. Effectivement, ils avaient vraiment lancé une offre de formation les années d'après, et puis que le festival, il tient bon grâce à ça. Et je sais que c'est le cas du LIF à Lyon, et
Donc je peux comprendre que c'est une manière de tenir et que c'est une manière du coup d'exister et de pouvoir permettre à l'improvisation comme forme en tant que telle, ce qui a discuté, d'avoir une place au sein de sa communauté, mais à rester uniquement dans ce mode de financement-là, je pense qu'on se plante. Mais je dis on, alors que moi je fais plus du tout de production, je l'ai fait à l'époque de Spontaneous, mais aujourd'hui je suis uniquement dans le pan de la création, quoi. Donc, je produis pas, mais je pense qu'à produire des festivals, on devrait se tourner vers des financements publics et pas dire que c'est pas possible, parce que c'est possible. C'est vrai que c'est possible. Mais évidemment que c'est possible. C'est possible d'aller jouer dans des théâtres publics, c'est tout à fait possible, mais ça veut dire qu'il faut s'adresser à eux avec d'aller jouer dans des théâtres publics, pas forcément tout, mais il y a des choses qui pourraient se construire avec le monde du théâtre public. Pas forcément exactement de la même manière, d'ailleurs j'en suis persuadé, pas de la même manière que ce qui existe avec des compagnies de théâtre qui font de la création non improvisée. C'est pas le même dialogue qu'on doit avoir, mais on doit pouvoir croire qu'il y a un dialogue possible. Il faut pas se dire que c'est impossible, il faut pas se dire que c'est impossible d'avoir des financements non plus, il faut pas se dire que c'est impossible d'avoir des journalistes non plus, et pas uniquement des journalistes qui vont dire que le festival est bien organisé ou qu'il y a une réunion d'artistes comme jamais. Non, des journalistes qui vont aussi donner leur point de vue sur ce qui s'est dit sur la scène. Je pense qu'il faut avoir cette ambition-là. Et c'est un peu salaud de ma part de le dire parce que je m'en occupe pas de ça. Donc, et puis ça, au fond, ça m'intéresse pas tant que ça. C'est juste que c'est ça qui a fait que je m'en suis peut-être un peu détaché. Ouais. Mais c'est vrai que tu as pu jouer en impro sur une scène nationale. Ouais, mais alors, tu vois, par exemple, c'était une relation très particulière. On a été en résidence 2 ans au Théâtre de Grasse. Jean Flores, le directeur, était venu voir des choses. Et même avant, oui, puisqu'il était venu voir. On a fait un projet européen. Et via l'entrée européenne, on avait réussi à s'ouvrir les portes de quelques lieux publics à Lyon, les Subsistances et le Théâtre Nouvelle Génération, qui est un centre dramatique national. Donc on avait fait un festival au TNG. Et ils ne nous accueillaient pas comme une compagnie classique dont ils programment le spectacle, ils nous accueillaient comme un projet européen d'improvisation. Mais l'entrée, c'était l'Europe. C'était ça qui les intéressait. L'intercompréhension, le projet collectif, la création collective à l'échelle européenne, c'était ça qu'on avait défendu. Et donc on avait été accueillis par ces lieux-là. Et Jean Flores avait donc vu le spectacle, enfin un spectacle un soir au TNG, et lui avait aimé cette manière dont on travaillait ensemble les uns avec les autres, sans se comprendre, sans parler les mêmes langues, mais sur un plateau. Et c'était possible parce qu'on improvisait, parce qu'on ne se questionnait pas trop sur la manière dont les choses étaient mises en scène. On improvisait des spectacles très classiques qu'on peut voir dans des festivals où les langues sont mélangées. Ça ressemblait à quoi comme spectacle ? On avait un grand thème qui était « Should I stay or should I go ?», qui était le thème du projet, est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? Et donc on avait juste décidé de faire des spectacles où en fait la question du départ, enfin de ce dilemme, allait être centrale dans toutes les scènes, et que toutes les scènes par contre devaient se jouer dans les langues maternelles des uns et des autres. Ça c'était la règle du jeu de ce festival. Très simple. Et donc Jean Flores avait vu ça, et puis il avait, lui, la volonté de faire un projet autour de la mer Méditerranée, avec des artistes autour de la mer Méditerranée. Et il s'est dit en nous voyant, tiens, mais effectivement, eux, ils y arrivent avec des artistes d'Europe, donc il y avait des Suédois, des Slovènes, des Allemands, des Autrichiens. Tiens, et si je leur demandais d'animer la même chose, mais avec des compagnies méditerranéennes. Et donc, ensemble, on a construit un projet au Théâtre de Grasse, qui réunissait des Marocains, des Israéliens, des Espagnols, des Italiens et des Français. Donc là, on était dans une constellation qui était différente, qui était aussi internationale, et l'entrée au Théâtre de Grasse, elle n'était pas non plus purement la compagnie d'impro, la troupe d'impro, elle était sous le volet interculturalité, mer Méditerranée, cette Mare Nostrum que nous partageons, qui est à la fois une immense frontière et un lien entre tous ces pays, tous ces gens. Du coup, ça brassait toutes les questions d'immigration, de transfert de population de ces pays aux autres. Et vous avez fait quoi comme spectacle là ? On a fait des spectacles qui traitaient de ça. On a fait des spectacles où on a traité la question de la frontière. Donc, par exemple, on a fait un spectacle qui s'appelait Linéa, où
où on a demandé à un scénographe de créer une œuvre scénographique qui était inspirée par la frontière. Donc il a fait, bon, je ne vais pas décrire la scéno, mais bon, et là-dedans on a mis 4 acteurs improvisateurs qui venaient de 4 pays différents, qui devaient parler dans leur langue, et qui devaient, dans cet espace, créer découvrir des scènes qui traitaient de la question de la frontière. Qu'est-ce que c'est une frontière? Extérieure, intérieure, en moi, quelles sont les choses qui se situent de part et d'autre d'une frontière. Donc ça, c'est un spectacle qu'on a fait. On a fait un spectacle qui s'appelait Haya, qui était un spectacle où on a réuni un artiste qui parlait en arabe et une artiste qui parlait en hébreu, en leur demandant « mettez vos 2 cultures face à face et faites-nous un spectacle collaboratif » où on entend, où dans la forme, on entend l'arabe et l'hébreu qui dialoguent et qui se comprennent. Et donc c'était un spectacle pour mettre ces 2 cultures face à face et non pas dos à dos comme elles le sont souvent dans la presse. Quoi. Donc voilà un autre spectacle qu'on a fait. On a fait plein de choses aussi avec la communauté amateur du coin, à l'initiative de Jean. On a fait un marathon d'improvisation avec énormément d'improvisateurs d'Antibes, de Nice, de Grasse. Voilà, on a fait énormément de choses en 2 ans, tu imagines? Mais c'était pas l'entrée, c'était pas, Jean n'avait pas dit on programme une compagnie d'impro, et il y avait évidemment ça. Mais d'ailleurs, ouais. Mais l'entrée, elle était plus sur le fond, à savoir cette mer que nous partageons, la mer Méditerranée. Et donc on l'a fait. Mais donc je sais par expérience que c'est possible d'aller improviser sur des scènes nationales. On l'a fait. On a joué slow d'ailleurs. Jean, ça l'intéressait d'avoir un spectacle de la compagnie qui soit pas lié qui soit pas lié au thème, mais qui puisse montrer quand même la spécificité de notre travail. On a fait slow pour que le public de Grasse puisse découvrir notre travail. Au début, on avait fait ça et c'était super. Et donc c'est possible et ça l'est encore. Enfin, on garde d'excellentes relations. Et la question, elle est plus de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait. Si on a envie de ça, faut aller trouver quel est l'endroit du dialogue avec ces institutions. Il ne faut pas se dire que effectivement, si on se dit qu'on veut avoir exactement le même dialogue que si on était une compagnie de théâtre qui n'improvise pas, je pense que c'est compliqué. Si on vient essayer de trouver quel est le dialogue possible, on va en trouver un. Comment tu avais rencontré toutes ces personnes, ces improvisatrices, ces improvisateurs de toute l'Europe? Eh bien, la plupart quand même à Berlin, où il y a le festival qui est organisé par Die Gorillas, qui a lieu en général en mars, qui n'a pas eu lieu tous les ans, mais voilà, et qui est quand même l'endroit en Europe où il y a le plus de monde qui sont invités. Ils invitaient en général une quarantaine, une cinquantaine d'artistes du monde entier. Et donc là, on a rencontré, j'ai rencontré des gens de tous les continents. Et après, du coup, de là, j'ai pu être invité dans d'autres continents ou dans d'autres pays à aller jouer aussi. Puis du coup, on rencontre d'autres gens, etc. Et puis après, des relations, des relations artistiques sincères qui se sont construites depuis. Ça, les premières rencontres pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire une relation artistique sincère? Non, c'est-à-dire parce que il y a des gens que j'ai rencontrés dans les festivals et avec qui j'ai de très bonnes relations, avec qui on a passé de super moments sur scène, mais avec qui on n'a pas construit d'autres projets après. Parce que artistiquement, c'était uniquement la question de faire quelque chose lors de ce festival. Et donc quand je disais cette petite locution que tu as brillamment reprise, je parlais de relations avec des gens avec qui on a créé des choses après nos rencontres dans des festivals. Donc effectivement, Maya en Slovénie est quelqu'un dont je suis très proche. Mats en Suède aussi, Mats Karlsson, un musicien. Les Gorillas, la troupe de manière générale, avec qui on a construit 2 projets européens déjà. Et on pense à d'autres. Enfin, il y a des artistes avec qui on a sincèrement eu envie, c'est-à-dire sincèrement, j'aurais pu dire évidemment sincèrement, mais où on a eu envie de créer nos trucs à nous, quoi, faire des projets ensemble. Et ça, il y en a eu plusieurs, et c'est une chance. Aujourd'hui, si on doit te faire jouer un spectacle d'impro, est-ce qu'il y a des choses qui te rebutent et est-ce qu'il y a des choses qui t'excitent? La seule chose qui me rebute, c'est la compétition. Pourquoi? Parce que j'ai décidé il y a quelques années de ne plus jamais monter sur une scène de théâtre ou d'accomplir un acte artistique qui mette en scène de la compétition. Parce que je veux que toute mon œuvre
soit guidé vers la paix. Je veux que tout ce que je fais puisse aider notre monde à rester en paix ou à... Mais si je viens en te disant, non, mais j'ai un spectacle compétitif, mais c'est pour le tourner en dérision, pour créer de la paix. C'est trop compliqué pour moi. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Je comprends pas. Je trouve que c'est trop compliqué, que ce serait plus simple si on voulait faire un truc qui véhicule des valeurs de paix. Ce serait plus simple si on faisait 100, je trouve. Donc, du coup, je m'abstiens, quoi. Je laisse faire ceux qui ont envie de le faire. Et voilà. Donc, c'est la seule chose. Tu trouves pas que la compétition permet quand même le dépassement de soi? Si, mais pour ça, je fais du handball. Et pas du théâtre. Ah non, mais... ouais, si, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais je vois pas l'intérêt de me dépasser sur scène. Enfin, je veux dire, sur scène, c'est autre chose que... Enfin, c'est autre chose que je cherche. Non, sur scène, je fais slow, quoi. Je fais des trucs lents, je suis patient, j'attends de voir ce qui est déjà là. J'ai pas envie de me dépasser, quoi. Enfin j'ai envie que... Ou alors que tout dépasse de tout, quoi. Que la montagne dépasse d'elle-même. Mais il s'agit pas de moi. Sinon, le handball, ouais, je fais du handball pour ça. Donc, ce qui te rebute, c'est la compétition. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te rebutent? Non. Pas de manière aussi simple. Et après, ce qui m'excite, c'est d'avoir face à moi, c'est d'avoir face à moi des gens qui ont une pensée et avec laquelle du coup, je sens qu'il va pouvoir y avoir un dialogue. Si j'ai l'impression en face d'avoir les personnes avec qui je suis invité à jouer, si je sens que soit il n'y a pas de pensée, soit c'est pas leur pensée. Là, ouais, ça peut me rebuter, peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr que je vais être moins excité. Ouais, la question, qu'est-ce qui t'excite? Ouais, ce qui va m'exciter, c'est qu'il suffit que j'ai en face une pensée, quelqu'un qui me... Ouais, voilà. Tu parlais tout à l'heure de simplicité et de non-simplicité. Ah bon? En fait, que si par exemple je voulais mettre en scène un spectacle compétitif dans le but de la tourner en dérision pour montrer l'inverse, oui. Tu me dis c'est pas assez simple. Est-ce que tu peux... non, c'est un discours. Ah oui, c'est vraiment un discours que je trouve, pour moi, qui est tellement compliqué que je suspecte qu'il soit une justification de l'œuvre, plus qu'une motivation. Donc, après, je suis persuadé qu'il faut essayer d'être simple. C'est, je cite souvent, attends, qui c'est qui avait... C'est Flaubert qui écrivait, je ne sais plus à qui, qui avait écrit une longue lettre à quelqu'un et qui avait démarré par Cher ami, pardonnez-moi, mais je n'ai pas eu le temps de faire court. Et après, il y a sa lettre. Donc, ouais, plus ça peut être simple. Mieux c'est. Ouais, je crois. Je crois. Less is more, tout ça, j'y crois. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait politique et l'impro? Oui, par essence, puisque je pense que si l'improvisation est faite pour affirmer le désir de l'expérience collective, ce qui est mon cas, oui, il y a un acte profondément politique. Mais au-delà de ça, c'est pas ma pratique en tout cas, mais je pense que ça doit être possible effectivement de défendre un point de vue politique. Et je l'ai vu, je parlais tout à l'heure de Narobov en Slovénie. Oui, leur théâtre est assez politique et je trouve ça assez réussi. Après, moi, c'est moins ma pratique, mais... Alors, c'est quoi ta pratique? Moi, c'est vraiment l'expérience collective. Qu'est-ce qu'on a à vivre là, ensemble, ce soir? C'est en ce sens-là que c'est politique, c'est parce que je défends cette valeur-là, la valeur de l'expérience collective, dont je me sens orphelin dans plein de moments de ma vie, en fait. Quand je ne suis pas dans une représentation théâtrale. Et dans certaines représentations théâtrales aussi. Et ça marche quand tu joues? Je fais tout pour. Slow est là pour ça. C'est pour ça que j'ai développé tout ça. C'est pour m'aider à y arriver. Ça marche par éclat, j'en suis persuadé.
Sur la longueur d'un spectacle, je crois que ça peut arriver. Ouais, après, je ne peux pas le dire moi tout seul, puisque l'expérience est par essence collective. Donc, j'ai l'impression parfois de percevoir ça, mais il faudrait que collectivement on puisse l'affirmer. Mais en tout cas, je crois que c'est possible et je fais tout pour le travailler, quoi. Mathieu, si je viens, justement, on parlait un peu d'argent, si je viens, moi j'ai une mallette remplie d'argent, et je te dis, bah, on fait ce que tu veux, je veux qu'il y ait un moment spontané d'impro dans le spectacle, mais l'argent n'est pas un problème. Qu'est-ce que tu fais? L'argent n'est pas un problème. Mais l'argent n'est pas un problème. Donc, non, mais ça ne changerait pas grand-chose, franchement, parce que moi, mon problème, moi, aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir des lieux qui soient des partenaires fidèles. C'est plutôt ça c'est plutôt si tu me dis, tiens, j'ai tel théâtre qui est OK pour vous accueillir, il y a du temps pour travailler, un espace, et puis le spectacle sera joué là, et puis il y a un accompagnement en production dans une mallette, c'est possible. Je suis... là, je serais heureux parce que je pourrais faire le projet sur lequel je suis en train de travailler là en ce moment, par exemple, parce qu'en ce moment, c'est ce qui m'anime, mais j'ai pas, si tu veux, j'ai pas en tête un truc que je ne peux pas faire à cause de l'argent. Est-ce que tu as un souvenir d'un échec salvateur? Tellement. Je suis hyper sensible, moi, à tout ce qui va me revenir après la présentation de mon œuvre. Donc les retours, même les applaudissements, tout ça, ça me touche énormément. Que ce soit du positif ou du négatif, des choses qui vont me dire que vraiment, effectivement, il y a des gens, des fois, j'ai présenté des maquettes de spectacles, des fois, où on m'a dit non, vraiment, non, c'est raté, écoute, enfin, en tout cas, nous, on va pas partir avec vous, là, c'est vraiment, non, ça nous intéresse vraiment pas. Je suis dévasté, mais complètement dévasté. Et à l'inverse, quelqu'un qui va venir à la fin du spectacle tomber à genoux et dire « mais c'est exceptionnel, c'est hallucinant ce que vous avez réussi à me faire ressentir pendant le spectacle », c'est pareil, je suis dévasté. Je suis incapable de vivre ça ni dans un sens ni dans l'autre. D'ailleurs, après le spectacle, souvent je me cache, soit en loge, soit je rentre chez moi le plus vite possible. Je ne suis pas du tout dans la capacité de partager ces mondanités. Tu vois, je dis mondanité, je ne devrais pas, ça peut être positif, mais d'après-spectacle. Donc des échecs, ouais, et ça, je le dis maintenant avec le recul sur énormément d'échecs ou de réussites qui ont été pour moi émotionnellement dévastatrices, dans le sens où elles m'ont complètement perdu, en fait. C'est-à-dire, si je fais quelque chose et puis que derrière on me dit c'était exceptionnel, ou on me dit c'était dur, hein, ça va trop me... Je suis trop sensible, je vais immédiatement tout remettre en question. Et donc, je ne suis plus connecté à ce que j'ai envie de faire, à ce qui est au fond de moi. Et effectivement, il y a quelques échecs ou quelques réussites qui ont été pour moi dévastateurs ou dévastatrices. Tu peux nous en raconter une ou deux? J'ai parlé d'une maquette, là, tout à l'heure, l'exemple dont je parlais, pour moi, est très concret. Une maquette que j'avais présentée à Cathy Bouvard aux Subsistances d'un spectacle avec Mats Carlsson et Élise. Et où, à la fin, elle nous a dit « Non, mais je ne peux pas partir en production avec vous, vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. » Ça m'avait dévasté parce que j'y avais mis énormément de moi. C'était un spectacle qui s'appelait « Me quitter », qui était lié au projet « Should I Stay or Should I Go ?» où c'était le texte d'une femme qui désirait se séparer d'elle-même. Très concrètement. Et elle mettait plein de moyens en œuvre pour essayer. Donc, est-ce qu'en s'endormant, on y arrive? Mais alors, il faut s'endormir très longtemps. Enfin, bon, bref. Perdre la conscience de soi, c'était là-dessus. Et donc ça m'avait dévasté. D'autres, je vais peut-être essayer de trouver une réussite dévastatrice aussi, mais c'est vrai que oh là là, ouais, c'est les spectacles d'improvisation, pour moi, globalement, genre slow, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui est assez bien reçu. Je ne veux pas parler de... J'ai l'impression... Enfin, souvent, quand on joue, c'est vrai que enfin, dans le lobby à côté, on a plutôt des compliments sur le spectacle, ça se passe bien et tout. Et moi, ça me fait... Vraiment, enfin, ça fait évidemment très plaisir, c'est pas la question. Mais c'est que derrière, à chaque fois, je me dis, mais
est-ce que j'étais au bon endroit? C'est-à-dire, est-ce que j'ai touché comme il faut C'est-à-dire, je me questionne là-dessus. Je me demande, est-ce que les gens ont été touchés parce qu'ils ont vu que j'étais sincèrement en train de faire ce qu'il fallait faire, ou est-ce que les gens ont été touchés parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour les toucher? Et ça, vraiment, ce serait dramatique pour moi. Et je crois que des fois, je l'ai fait. Je suis persuadé que je l'ai fait. Dans Slow, peut-être moins parce que notre pratique ne le permet pas beaucoup, mais dans des spectacles genre des maestros, tu vois, qu'aujourd'hui je ne fais plus, mais puisque j'ai refusé de refaire de la compétition, mais des maestros, j'en ai fait, vous imaginez, quelques-uns, et j'étais des fois, enfin même sans gagner ou quoi, mais des fois ça se passait bien, quoi, je faisais rire les gens et tout ça. Et derrière, j'étais un peu... Ah merde, donc si les gens me... Enfin, ouais. Donc, entre guillemets, des réussites dévastatrices, si je puis dire. Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner justement à quelqu'un qui commence la scène, comment vivre un après-spectacle? Alors ça, c'est de s'écouter, de vraiment savoir de quoi on a besoin, parce que je sais que moi, j'ai mis des années à savoir que j'ai besoin de me cacher. Et j'en reparlais avec Maya la semaine dernière, où justement, là on est en train de faire un spectacle ensemble tous les deux, et où on se disait, on a eu une représentation très récente, où on a très clairement établi qu'à la fin du spectacle, elle allait parler aux gens, et que moi on ne me voyait pas, quoi. Et elle m'a dit, oui, non mais je comprends tout à fait, parce que quand je travaille avec Alenka, c'est pareil, elle s'échappe, et moi je vais voir les gens, elle aime bien. Donc, moi ce que je dirais, c'est de trouver il y a des gens qui adorent ça, qui en ont besoin. Je sais que quand on joue ensemble avec les E, je sais que les E adorent retrouver leur public au Madeleine Bastille. Feu. Ah non, enfin, Madeleine Bastille existe encore, mais bref. Je sais que c'était... Voilà, et ben moi, quand on allait ensemble au Madeleine Bastille, moi, j'allais plutôt avec les copains sur le bout de la table et pas avec les spectateurs, quoi. Donc le conseil que je donnerais, c'est... Il ne faut pas faire semblant qu'il faut être sympa à la fin si c'est pas ça qu'on ressent, ou l'inverse, peu importe. T'es un peu un romantique, Mathieu? Carrément. Qu'est-ce que ça veut dire être romantique, et est-ce que ça se ressent sur scène? Ça se ressent sur scène, je sais pas. En tout cas, oui, je suis un romantique dans le sens où je suis... très touché par tout ce qui va être de l'ordre des relations émotionnelles et de l'ordre de ce qui est possible entre les gens. C'est ce qui m'intéresse, dans la vie aussi. J'aime que les conditions soient réunies pour que les choses soient belles. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne montre que des belles choses, mais que la manière dont on le fait pour nous soit belle. J'aime les artistes romantiques, j'aime le mouvement romantique de musique classique. J'adore Gustav Mahler, c'est la musique qui me parle. T'as des gens qui t'ont inspiré? Évidemment, ouais. Ce serait qui? Je cite toujours, je vais le refaire parce que c'est vrai, Jimi Hendrix. Non mais ce genre d'artistes musicaux, les guitaristes ou Keith Jarrett évidemment, enfin ce genre de musiciens où vraiment quand on regarde un concert, on a l'impression qu'ils l'ont joué qu'une fois ce concert-là. Jimi Hendrix, il y avait tout ce mouvement-là dans les années 60-70 où vraiment le rock, il y avait en concert, les guitaristes faisaient des solos uniques, ils improvisaient leurs solos, même la manière dont ils jouaient était à chaque fois différente. Donc, et c'est vrai que moi j'ai pratiqué la guitare adolescent et tout ça, et c'était en écoutant ça, en faisant du blues et en improvisant. Donc ça m'a beaucoup inspiré, cette volonté sur scène de jouer ce qu'il est nécessaire de jouer. Jouer l'inévitable, comme dit Keith Jarrett. Donc dans le monde du jazz, j'adore Keith Jarrett. Il y a des boom cello, par exemple, des Français qui sont vraiment là-dedans. Donc ça c'est pour les musiciens. Au théâtre, j'aime les metteurs en scène. Alors au théâtre, j'aime les metteurs en scène qui ont évidemment une conscience de ce qui se passe sur le plateau et du moment. Donc évidemment par exemple les Chiens de Navarre ou ce genre de troupe de théâtre m'intéressent et m'inspirent. Les esthétiques très franches aussi m'inspirent énormément. Genre Bob Wilson, qui pour le coup
Là, on est très très loin de l'improvisation, donc je pense que j'aurais beaucoup de mal à travailler avec lui. Mais par contre, ça m'inspire énormément. L'esthétique d'un spectacle, par exemple, j'adore. J'ai des livres de photos de spectacles de Bob Wilson et juste de regarder des planches, ça m'inspire. Ça génère des images. L'art plastique, de manière générale, je suis abonné à des revues d'art plastique, à Beaux-Arts, machin. Et effectivement, je feuillette ça souvent, ça m'inspire énormément. L'art qui est très explicitement lié à l'esthétique. Et après, les artistes qui questionnent, tu vois, les Marcel Duchamp et tout ça, ça m'inspire énormément. Et je suis assez inspiré aussi par le monde de la science. Parce que j'ai une formation scientifique, donc je suis assez inspiré par tous les physiciens qui se questionnent sur la manière de représenter le monde, tous les gens qui essayent de faire des modèles. T'as fait un spectacle là-dessus, non? J'ai fait... oui, j'en ai fait plusieurs. Ouais. J'ai fait un spectacle sur l'infini qui s'appelait Kant, qui, bien que le nom soit celui d'un philosophe, pour moi, traitait de questions aussi scientifiques. Par exemple, qui traitait donc de l'infini et de l'impossibilité de se représenter l'infini, mais de la nécessité de l'infini quand même dans notre monde. Donc j'ai fait ce spectacle-là, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Eureka, qui est un spectacle pour le coup qui est largement improvisé, qui est avec Marco, où là on interprète carrément des scientifiques, nous sommes 2 professeurs, et on célèbre la démarche scientifique en mettant en scène 2 professeurs qui cherchent sur scène. C'est-à-dire qu'on va répondre à une question qu'on ne connaît pas. Donc les spectateurs vont nous proposer une question qui peut être très concrète. Pourquoi les robinets jettent de l'eau? Ou alors plus poétique comme où vont les nuages? Peu importe. Et à cette question, on va réellement essayer de répondre, et donc on va réellement essayer de se mettre dans la position de 2 esprits qui ensemble cherchent une réponse à cette question. Donc on met en scène la recherche. Et donc on s'inspire évidemment de travaux de chercheurs, mais aussi de grands auteurs comme Jacques Rouxel, qui a écrit les Shadocks, et dont la logique est inébranlable et très inspirante. On arrive à la fin de cet entretien. Mathieu, après tout ça, finalement, pourquoi est-ce que tu fais encore de l'impro? J'ai réussi à nommer quelque chose depuis assez peu. C'est-à-dire que j'ai toujours été passionné par ça et je ne savais pas trop pourquoi. Et là, je commence à ressentir quand même qu'il y a un lien avec quelque chose de plus fondamental en moi, qui est le fait que je pense, je l'ai dit tout à l'heure en parlant de slow, que le temps n'est pas ce qui fonde notre présence. Et j'utilise ce mot à dessein, puisqu'il y a le présent dans la présence. Et je pense que ce n'est pas le temps qui fonde cela. Il n'y a pas de passé, de présent et d'avenir, ou en tout cas c'est une manière qui nous permet de raconter des choses d'une certaine manière. C'est plus simple de se comprendre si on parle comme ça, ou de prendre rendez-vous. Mais c'est pas comme ça que je suis connecté au monde de la manière la plus profonde. C'est lorsque je pense à la matière avant le temps. C'est-à-dire que c'est la matière qui fonde la possibilité du temps. Et la présence dans la matière et la possibilité de découvrir ce que je suis déjà en train de faire, c'est en improvisant que je la ressens le plus. Et donc ça, je ne veux absolument pas m'arrêter. Je veux absolument pouvoir continuer à creuser ce sillon et m'aider à être encore le plus précis possible dans la qualité de ma présence, que mon esprit ne soit plus jamais dans le temps. Donc pas dans le présent, surtout pas dans l'avenir, mais qu'il soit dans la matière, et donc avant le temps. Mathieu Loss, merci. Mais de rien,